Ok, bien. Le climat demeure le plus grand facteur de variabilité dans les produits de l'agriculture directe ou indirecte, bon, parasitique. Selon le niveau de développement, 20 à 80% de la variation des rendements d'une année sur l'eau de repos sur les variations climatiques. Ou, on va dire, 20 à 80% du rendement. Voilà. Et c'est tout. Il se trouve que le 20 à 80% est tributaire de quoi? Variation climatique. Donc, voilà pourquoi il faut prendre ça au sérieux. Voilà, les variations climatiques. Actuellement, on parle de quoi? Avec de précision. Avec l'imagerie satellitaire, on essaie de calculer les indices pour estimer la santé de la plante. Et là où on trouve que la plante n'est pas trop en bonne santé, on met les produits phytosanitaires dans le drone, paramètres, et puis le drone va prioriser à cet endroit. Par exemple, on dit qu'on met la quantité qu'il faut juste pour ne pas. Souvent, nous, il y a une pompe. Est-ce qu'ils savent la mesure? Pompe, souvent ils pompent plus. Or, avec le drone, on a la quantité exacte qu'on arrive sur les pieds. La quantité qu'il faut en fait. Donc, on a dit le problème, eux aussi, ils exagèrent souvent. Ils exagèrent souvent, ils pompent. Souvent, ce qui est recommandé, salade, souvent les tuyaux d'eau, les moyens là. En principe, on a dit de pomper 2 semaines avant de le côté en fait. Mais souvent, quand ils pompent là, 2 jours après, ils enlèvent. Moi, ouais, non. Donc, on dit quand ils pompent, attendre 2 semaines. Le fait que l'État, le produit puisse se dissiper un peu tout à l'heure au niveau de la famille, eux, quand ils pompent, donc c'est bien propre. Ils enlèvent le produit encore dessus. Donc, avec le don, on calcule, on a la concentration aussi. Quand ils pulvérisent, ils avancent. Parce que toutes les recommandations sont là. Dans l'agriculture, et ce trop plein là, comment est-ce que la plante gère? Est-ce que vous avez déjà posé une question? Ce trop plein là de produits phytosanitaires, comment est-ce que la plante gère ça? Elle stocke ça. Souvent, on va pouvoir souvent dire il n'est pas recommandé de manger de la peau. C'est là que la plante stocke, au niveau de la peau. Ça, c'est la mangue, les fruits à mangue, la mangue, la pomme, c'est dans la peau. La plante stocke. Ouais. Avec la de précision, on sait le moment exact. C'est aussi avec aussi le maillot dont on peut estimer la production. C'était bien fait pour les céréales et les tomates. Et quand nous volons les catégories, les grappes, céréales, donc on a une idée de la masse déjà. Après, on fait la calcul pour voir ce que tu vas avoir comme production. Donc, déjà, maintenant, encore le côté de 16, tu vas avoir comme production, on avait une idée. Nous, les tomates, là, les cartographies, et la masse. Et il y a une base de données, il estime la masse, la tomate, il estime le prix, il y a une idée. C'est la vie, ça avec la mathématique. On fait tout ça. En plus, il y a des choses qui sont dans notre vie. Il y en a les drones. Donc, ça va venir bien peu. C'est ce qu'on va devoir ici. Il faut 80, 80, 20 à 80%. Ça dépend de quoi? Du climat. Voilà pourquoi le volet climatique, cet aspect-là, cette composante climatique est vraiment importante pour celui qui s'adonne aux affaires agricoles. En fait, il fait bien ta planification, mais aléa climatique, on dit aléa. Ce n'est pas prévisible. C'est prévisible, mais tu ne peux pas savoir quand. Et il y a une inondation qui vient absorber tout, qui balaye toute ta production. Voilà pourquoi il faut tenir compte du climat quand tu es agriculteur. C'est pour ça qu'il fait agroclimatique. Les événements agrométéorologiques extrêmes sont également des facteurs de variabilité. Ils sont rares, fréquents, statistique, mais se caractérisent par de hautes intensités. Ils comprennent par exemple les graves attaques parasitaires ou des incendies et autres. Donc ici, l'agrométéo a le triple objectif d'étudier quoi? Les ressources agroclimatiques, d'évaluer leur impact positif négatif sur l'agriculture et d'utiliser ce pouvoir et ce savoir pour améliorer les rendements. Je veux dire, tout ce qu'on fait là, la finalité, c'est quoi? Améliorer le rendement pour accroître les revenus des paysans. Voilà. Donc, et atteindre ce que tu as appelé autonomisation. Voilà. Et une fois que les rendements sont améliorés,
le pouvoir aussi d'achat, ça tend vers l'autonomisation. En dépit de leur réhabilité, les populations l'ensoleillement sera considérée des ressources en longueur de base. L'agrométéo a le triple objectif d'étudier les ressources agro, évaluer l'impact possible sur la nature, d'utiliser ce savoir pour améliorer les rendements, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour améliorer le rendement. Côté du sol, réservoir d'eau, on va parler un peu du sol. Là, en fait, le sol, en matière agro ici, le sol se trouve comme quoi? Un réservoir. C'est dans le sol que l'eau utile à la plante est stockée là. La texture, là, se dit comme ça, l'ensemble des propriétés physiques du sol, pas les tensions, perméabilité, aération, réchauffement autre. Le sol joue donc le rôle d'un réservoir pour la plante. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour la plante, là, le sol est comme un réservoir. Parce que c'est dans le sol que se trouve la quantité d'eau utile dont la plante a besoin. Et puis quoi? Les matières nutritives. Tout est stocké où? Dans le sol. La respiration, tout ça. Dans les, comment on appelle? Dans les pores, là, il y a l'air qui circule aussi, tout ça. Tout ça, c'est dans le sol. Le sol joue donc le rôle d'un réservoir pour la plante. Il se remplit en période pluvieuse et se vide progressivement entre les pluies. Donc, ce phénomène dépend de quoi? L'eau se remplit en période pluvieuse et se vide progressivement. Ce phénomène est immédiat de quoi? Oui, mais au niveau du sol. Mais beaucoup, l'aspiration. Parce que ça ne fait rien que la sol soit comment? Le sol soit arrosé. Et puis toute cette unité retourne aussitôt. Alors que si on tient compte de l'évapotranspiration, vous venez des zones où il pleut beaucoup, mais la production n'est pas élevée. Il pleut beaucoup, mais la production n'est pas élevée. Souvent, pour expliquer, on a recours à l'évapotranspiration. Mais si toute cette quantité retourne aussitôt, donc la quantité qui reste dans le sol, la plante n'est pas assez. Donc la production ne sera pas élevée. Après, une autre zone aussi, il pleut beaucoup, mais la quantité qui reste dans le sol est assez. Donc après, où il ne pleut pas beaucoup, mais le sol arrive à emmagasiner une grande quantité d'eau. Donc du coup, tu vois, il ne pleut pas beaucoup là-bas, mais la production est élevée. Par rapport à certaines zones où il pleut beaucoup, la production n'est pas élevée. Donc, l'évapotranspiration en matière d'exercice agricole, l'évapotranspiration joue un grand rôle. On en parle beaucoup. L'ETP, l'évapotranspiration de l'humidité du sol. Parce que l'évapotranspiration, c'est lié. Quand l'évapotranspiration est trop élevée, ça risque quoi? Sur l'humidité du sol. Bien, donc il est trop important, il est donc important de bien voir comment se comporte ce réservoir pour mieux l'utiliser. Infiltration de l'eau dans le sol. L'eau de pluie qui tombe sur le sol s'infiltre, ruisselle ou s'évapore. L'eau d'infiltration est celle qui nous intéresse. Sa proportion par rapport à l'eau reçue dépend de nombreux facteurs. La pente aussi est la pente du terrain. Mais la pente favorise le ruissellement. Si tout ruisselle, c'est quelqu'un qui va s'inviter là. Donc, la structure du sol, puis la texture du sol, l'état du sol, il est nu ou il est couvert. S'il est nu, s'il est couvert, l'eau s'infiltre comment? S'il est couvert? Ouais. S'il est couvert. S'il est couvert, est-ce que ça favorise l'infiltration de l'eau? Pas en grande quantité. Il est couvert végétal. Le système racinaire fait des fissures dans le sol. Que l'eau va pour se filtrer. Oui, oui, non, mais la quantité d'eau reçue sera quand même élevée par rapport au sol nu. Et le sol nu. Par rapport au sol nu, le sol nu n'a pas de couvert végétal. Le sol nu. Alors l'autre, déjà, il y a déjà le chemin que l'eau veut parcourir. L'eau peut se infiltrer. Donc, il y a l'humidité du sol aussi. C'est dans le sol
c'est dans un sol légèrement humide que l'eau pénètre le mieux. Elle est légèrement humide que l'eau pénètre le mieux. S'il est trop sec, l'air s'échappe difficilement. Il est donc, s'il est trop humide, la porosité, s'il est trop humide, la porosité est déjà occupée par l'eau. C'est l'air, en fait, l'air qui se trouve dans le sol, là. C'est là que l'eau va s'emmagasiner. Donc, si cette partie est déjà occupée par l'eau. Donc, le régime de pluie, une pluie trop faible est en partie évaporée. Et une pluie trop violente n'a pas le temps de s'infiltrer. N'est-ce pas? C'est quand ça frappe le sol, ça s'accompagne d'une énergie. Valeur approchée de taux d'infiltration, faible taux d'infiltration, taux d'infiltration moyen, taux d'infiltration élevé, la vitesse d'infiltration, l'eau de rétention, voilà, le point de refuge, voilà. La capacité de rétention d'un sol est à peu près proportionnelle à sa porosité. L'eau est retenue de plusieurs façons. Une partie imprègne l'eau, l'argile, haute. C'est l'eau d'imbibition. Une autre partie forme un mince film à la surface des agrégats, comme la mince couche d'eau qui reste sur la plaque de verre très propre lorsqu'elle est mouillée. C'est l'eau particulaire. Une troisième partie, enfin, occupe les espaces libres les plus fins. Microporosité, c'est l'eau capillaire. Ces différentes façons et ces différentes fractions de l'eau de rétention ne peuvent pas être isolées. Il y a des passages continus de l'un à l'autre dans le sol. C'est-à-dire que toutes ces parties-là communisent en fait. Où est-ce que de l'eau peut se retrouver temporairement dans les espaces lacunaires, microporosité, mais elle n'est pas retenue. C'est l'eau libre ou l'eau de gravitation. Elle est entraînée vers les profondeurs de la pesanteur. C'est cette eau-là qui descend en fait. Le point de reçu, il correspond au moment où le sol est égoutté. Il n'y a plus de circulation d'eau dans le sol. L'eau libre a percolé vers la nappe phréatique. Il ne reste dans le sol que l'eau de rétention. Tous les sols ne retiennent pas la même quantité d'eau. Plus les éléments du sol sont fins, plus ils retiennent l'eau. Voici un peu quelques petites expériences ou fauteuil, ce que nous disions tout à l'heure. Complément, la capacité de rétention en eau représente la qualité d'eau retenue par un sol reçu. Elle s'exprime en grammes. Donc ici, là où il y a un petit exercice, quoi. Essayez de faire ça à la maison. Ou on essaie de calculer un peu. Voilà, quelques petits exercices. La capacité de rétention, tout ça, tout ça. Essayez de répondre à la maison. Si maintenant, vous voyez qu'il y a des difficultés, alors je peux vous expliquer. Bon, voici un peu un petit schéma de rétention de l'eau par le sol. Vous voyez les agrégats, l'eau de distribution dans les agrégats, eau capillaire, eau pelliculaire, film de surface à la surface, film à la surface des agrégats. La teneur en eau de sol. La teneur en eau indique la quantité d'eau présente dans le sol. Il est généralement exprimé comme étant la quantité d'eau sur 1 mètre de profondeur ou la profondeur racinaire effective. Voilà un peu schématisé. Avec quelques petites illustrations. Utilisation de l'eau du sol par la plante. L'eau libre. L'eau libre n'est que très peu utilisable par la plante. Si elle se maintient en surface, le sol est privé d'air et il devient asphyxique pour les racines qui ne peuvent plus s'alimenter. Sinon, l'eau libre descend très vite hors de portée des racines. C'est l'eau de rétention qui constitue donc l'eau utilisable par la plante. Voilà.
l'eau de rétention. Parce que ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'eau dans le sol que la plante ne peut utiliser. La plante s'alimente facilement en eau, sol reçu. La plante ne peut plus extraire l'eau du sol. Utilisation, voici quelques illustrations avec quelques petits exercices à l'appui. Voilà, la RFU, la réserve facilement utilisable, est souvent compromise entre la moitié et les 2 tiers de la capacité de rétention. 30 grammes. On a fait ici que correspondance. Essayez de prendre l'exercice à l'intérieur. La dynamique de l'eau dans le sol. Dans la réalité, l'eau présente dans le sol est continuellement en mouvement, est en continuel mouvement. Celui-ci passant par une succession de périodes d'unification et de dissèchement. Nous avons vu comment se fait l'infiltration et la perforation lorsque le sol reçoit de l'eau. Il faut maintenant considérer le mouvement ascendant lorsque le sol se dessèche. Le dessèchement s'effectue de 2 façons. Par évaporation de l'eau au niveau du sol. C'est le premier niveau, ça. Quand l'eau arrive, l'eau frappe le sol, ça se combat d'un mouvement, d'une énergie. Donc, l'eau peut s'évaporer. Le premier niveau, au niveau du sol. Maintenant, par absorption de l'eau par les racines, puis transpiration. De la plus grande partie de décès, c'est au niveau des feuilles. L'ensemble est appelé évapotranspiration. La plante absorbe et ramène une bonne partie dans l'espace. Donc, on combine l'évaporation et la transpiration des plantes. Évapotranspiration. Ce mécanisme ramène dans l'espace une grande quantité d'énergie réussie. Donc, souvent quand on calcule quoi? Le SPI, non? Un indice standard de prestation. L'indice standard de prestation tient compte de l'eau météorique, l'eau reçue par le sol, mais sans contact. Cet indice-là ne tient pas compte de l'interaction entre l'eau et le sol. C'est l'eau qui tombe là. C'est comme si on se met une éprouvette, depuis on essaie de recueillir. Voilà, l'éprouvette là, la réunion de tomber. C'est ce qu'on prend pour calculer le FSI. Maintenant, il y a un autre indice, l'indice standard de prestation de transpiration, SPEI. Lui tient compte de l'interaction entre l'eau et la plante. Et l'indice standard de prestation et d'évapotranspiration. Donc, lui va tenir compte de la quantité d'eau qui reste dans le sol, en fait. Bon, nous avons vu comment se fait. On a vu ici, à la chanson, on a déjà vu ça. Donc, ici, la plante, ses besoins sont fondamentaux. Bon, question. Il n'y a pas de questions, on peut continuer. Bon. Besoin alimentaire de la plante. Notion de biologie végétale. La biologie végétale est l'étude des phénomènes relatifs à la vie des plantes. Ces derniers sont en rapport très étroit avec les nombreux facteurs météorologiques. Pour cultiver les plantes et obtenir une production de bonne qualité, en grande quantité, il est nécessaire d'avoir une bonne compréhension de tous les phénomènes et rapports qui existent entre les plantes et leur environnement pendant leur croissance et leur développement. Qui est votre délégué? Avec qui est mon interlocuteur? C'est toi le délégué? C'est ça, non? C'est la seule femme. Et puis on allait de côté. De la spécialité, sinon. Ici, dans la spécialité, non? D'accord, pas de problème. Non, c'est que ça doit que je remets les dossiers là. Mais comme vous êtes deux, vous pouvez venir me demander pour installer. Oui, on va aller dans votre. Mais il y a ça en même temps. Mais la démarche, est-ce que les autres ont suivi? Mais oui, vous avez fait le pont maintenant. Comme on installe, vous dans contact d'ailleurs, vous faites un zoom. Voilà comment on fait. C'est pas compliqué. Next. Du coup, il faut que je sois installé. La première séance, c'est quand? On a fait pour mardi.
Bon, je me dis que mardi prochain, ça va me dire. Donc, on va installer tout cette semaine. Ah, Alors, professeur, est-ce que nous, on peut avoir le lien oui, mais le lien de téléchargement? bon, on va déposer ça sur le Drive. Et puis, envoyer le lien, vous allez télécharger. Il y a un qui fait pratiquement 1 giga. Eh non, là, c'est très lourd. Bon, il y a un qui est autour de 40, 400 ou bien. Bon, il y a un qui n'est pas trop lourd. Oui, Donc, on va déposer sur le Drive et puis on génère le lien. Vous d'accord. téléchargez ça. Hein? Oui, Voilà, là, je pense que ça peut aller. ok. Le mardi prochain, il me semble qu'on aura vous. Donc, D'accord. on va commencer par. Voilà, est-ce que vous avez des données? Si vous n'avez pas les données, je peux envoyer maintenant. Et c'est intéressant que chacun ait les données de la zone d'étude. Les données de précipitation et de température. Hein? Est-ce que vous avez ces données-là? Précipitation et température. Les données de précipitation dans la région de. Bon, la région sur laquelle il y a fait ma thèse. Mais pour combien de stations? Bon, Là, si c'est beaucoup, on prend les plans de stations, tout le monde, on fait le TPA. la même donné, je ne sais même pas s'il y a beaucoup de stations, mais ça part de Quelle année à quelle année? 1970 Hein? à 2014. Ok, c'est bon. Ça fait au moins 30 ans. 34 ans. Non, 44 ans. 70, non? Oui. Oui, ça fait 44 ans. 70, 2014. Oui, c'est bon. Ça fait 44 ans. Combien de stations? Vous êtes 4. Si tu as moins 4 stations, là, chacun prend une station, une station. Bon, je ne sais pas si c'est dans la même station qu'ils ont relevé. Tu n'as pas interpolé? Tu n'as pas spatialisé? Non, moi, c'est les données de tout ce qu'on m'a donné, les données de 70 à. Oui, pour combien de localités? Bon, on a généralisé ça. On a généralisé parce que on est allé voir la direction d'Anader de la zone. Hein? Ils m'ont dit que c'est ce qu'ils avaient. Oui, mais pour combien de localités? Comment ils ont fait? Les localités, est-ce que c'est pour différentes zones ou même pour la même zone? La zone agricole du Central. Oui, mais l'eau centrale, c'est vaste. Donc, il y a plusieurs points de mesure. Voilà. C'est ce que je demandé. Il y a plusieurs points de mesure, non? Non, on ne va pas procéder ici. Mais ils ont fait comment? On met les kilomètres dans différents endroits avec des coordonnées géographiques. Pour mesurer, c'est Non, comme ça. ils ne vont pas donner ça comme ça. Non, ils ont fait comment? Bon, d'accord. Vous qui êtes en ligne, est-ce que vous avez des données? Oui, bon, pour moi, les données existent. Données? Oui, oui, les données climatiques existent. Ok, super, super, super. Sur combien de zones d'études? Sur combien de localités? Ah, c'est Combien de stations? c'est une seule station, hein. Une station, hein? De quelle période? C'est sur 30 ans, hein. Ok. Si ça fait au moins 30 ans, c'est bon. D'accord. Donc, tu gardes ça au chaud à côté. On va utiliser ça. Il faut que chacun ait. Bon, ce qui serait intéressant, que chacun ait des données, mais des différentes zones, quoi. Pourquoi on voit? Ben, quand on va détecter des pas des zones de pluie, là, au moins, on a plusieurs zones d'études, on peut commenter. Mais qu'est-ce que ça pense? La même zone, il n'y a pas trop de variantes. D'accord. Bien, bien. Donc, maintenant, si en temps, tu peux avoir d'autres zones, c'est pas mauvais. Voilà, on va chercher. Voilà, chercher. Comme vous êtes 4 là, si quelqu'un, si vous pouvez avoir au moins pour 4 zones, voilà, chacun a des données pour une zone. Chacun a des données pour une zone. Hein, voilà, donc chercher, comme on a couru jusqu'au mardi, je pense, hein, donc, où chercher. Si il y a mon 4 zones déjà, c'est bon. Là, parce qu'en fait, c'est ce que j'aurais voulu. Quand on finit de déterminer comment, on va spatialiser. On va sortir la carte. Non, moi, j'ai les données, j'en ai. Mais quand vous venez pour vous pouvez pour vos zones d'études. Ouais, non, c'est plus intéressant. Moi, il y en a plein même. Il y a plein de 300.
Une zone de mesure, ici à Abidjan comme ça. Il y a cadré à Abidjan, 300 points de mesure. D'accord, donc vous préparez ça pour la séance prochaine. Et puis, ouais, vous préparez ça pour les données. Maintenant, OK, pour gagner du temps, il faut ranger ces données d'une certaine manière. Donc, voilà pourquoi j'ai bien du délégué. Je vais lui dire comment arranger. Il va vous communiquer comment arranger. Là, vous rangez déjà les personnes. En fait, le rangement des données, c'est un aspect très important pour les études climatiques. On range les données d'une certaine manière. Vous voyez que souvent, le fichier CSV, là, tel que ces données-là, il y a une autre manière de ranger les données climatiques avant d'appeler dans le logiciel. Ça peut prendre un jour. Hein. Donc, j'ai mis d'autres dans ça à l'avance. Voilà. Si vous donnez un fichier, comme c'est là, vous voyez, vous reposez la même chose à partir de vos données. Là, dès qu'on a cours, on a 3 heures, faire en même temps l'application. Si on doit arranger pendant les 3 heures, si on doit arranger pendant les 3 heures, voilà. Elle aussi, la zone d'étude. Les enfants vont le Maintenant, si vous n'avez pas, si vous je veux que ce soit différent. Là, quand on va produire les résultats, on va commenter, vous faites plusieurs variantes. Voilà, ici, ça a donné ça, on compare, on comprend, c'est plus intéressant que ce soit la même zone. Deux, non. Voilà, lui, il a une zone, il va en voir aussi pour une autre zone. Là, il y a 4. Là, l'autre, il n'est pas en ligne, il est parti. Donc, contactez-le après pour voir aussi. Voilà. Si vous avez cours, demandez aussi, lui aussi, il peut avoir. Donc là, je vais vous donner comment arranger. Prenez ça, c'est bien. Si tu ranges mal, lui va quelles sont les variables température, pluviométrie. Les deux. Donc, vous allez ranger. Si tu ranges mal, les autres, ça va sortir, le blanc va sortir. Parce que le logiciel, il faut que ça. La première colonne, c'est année. L'autre, c'est mois. Précision, température. C'est comme ça que le logiciel est calibré. Donc, ici, la première colonne, si elle est mettre plus là-bas. Donc, en fait, c'est ça. Prenez soin de bien ranger. Prenez soin de bien ranger les données. Vous rangez très bien. Là, une fois que c'est là, puisqu'on a 3 heures, là, on va tourner le modèle, commente bien le résultat, on se passe et puis on passe à autre chose. Là, si ces éléments interviennent dans votre travail, vous allez gagner. Ça va vite. Donc, c'est ça. Mais si on doit venir ranger, le livre, on peut prendre un jour. On peut prendre un jour. Un jour, il n'y a pas dit que tu te lèves, tu es assis comme ça. Rien de donner que matériellement. Mais c'est minuscule. Imagine. 365 minutes de données journalières. Et puis tu as 40 ans. 365 fois 40. C'est ce que tu dois faire. Comment? Il faut calculer d'abord. 365 fois 40. Et tu vas avoir le nombre de données à ranger. 365 fois 40. Voilà. C'est ce que tu dois arranger. Et tu ne dois pas te tromper. Ah. Donc, si on a venu faire ça pendant les 3 heures, ouais, non. Donc, on ça déjà, et puis on va avancer. D'accord, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Essayez de continuer, vous n'avez plus rien. Si vous prenez le coup là, vous aimez rien comme ça, avec les tout. Donc, ça va. Question. Oui, M. Brima, vous n'avez pas de questions? On s'arrête là pour aujourd'hui. Non, vraiment, ça va. Aujourd'hui, ça va.
D'accord. Ça va seulement si on pouvait avoir, comme vous l'avez dit, comme arrangé. Oui, oui, voilà. On avait eu au moins les en-têtes de tableau. On allait Oui, commencer oui. à faire le changement dès maintenant. OK. Donc, je vais vous envoyer un fichier déjà arrangé. Oui. Vous allez vous inspirer de cela. Voilà, avec le logiciel, le lien, voilà, le lien généré pour que vous, vu qu'il y a la distance, vous puissiez télécharger. Oui. Voilà, avec un fichier déjà arrangé. Oui. Vous allez ranger de la même manière. D'accord. Parce que vous pouvez faire ça avant le mardi, c'est bon. Hein? Parce qu'on a juste 3 heures la semaine prochaine. Si on peut aller directement à la manipulation du logiciel, c'est bon. Plutôt que de prendre tout ce temps-là pour ranger. Hein? Ça peut aller? D'accord. Docteur, merci, merci. Ok. Donc, à la semaine prochaine. Ok, à la semaine prochaine. Merci. Arrêtez le partage.